Chers amis, Total, ArcelorMittal, Renault, Boulanger, Amazon, EDF, Airbus, voilà quelques industries occupant 3 millions de travailleurs français sur l'ensemble de notre territoire. Si leur nombre décroît depuis 1980, il semblerait heureusement que la tendance s'inverse sensiblement. Enfin, après 40 ans de tertiarisation de notre économie, nous avons compris que les services devaient justement être au service de l'industrie et non pas la supplanter. Que le monde virtuel de la finance internationale ne valait rien sans industries sur lesquelles miser. Que l'économie du digital ne pouvait survivre sans producteurs de composants électroniques. Que l'ordinateur ne valait rien et ne valait pas plus que l'eau fourneau. Les algorithmes doivent être aux côtés de la fonte liquide, pas contre elle. Être puissant, c'est-à-dire souverain, c'est pouvoir allier ces deux pans qui sont conditions nécessaires d'une économie française indépendante, forte et génératrice de richesse. Conditions nécessaires, certes, mais pas suffisantes. Aujourd'hui, vous parlez du quotidien des salariés industriels en tant qu'ingénieur en métallurgie, c'est en fait répondre à cette question. Pourquoi certains prônent-ils la liberté économique absolue et non négociable quand ils imposent dans le même temps, à l'intérieur de leurs entreprises, une charia égalitaire et castratrice? Sous couvert de bons sentiments, de discrimination positive, ils en viennent à discriminer tout court, surtout ceux qui ont le tort d'être performants et de souche. Tout ce système se base sur une pierre angulaire. Cette pierre angulaire s'appelle le contrat DEI, dont on trouve l'origine aux États-Unis dans les années 60. DEI, diversité, équité, inclusion. Tout un programme. Vous pourriez vous dire qu'avec leurs grands sabots, ils ne convaincront personne, que leur fameux contrat ne serait que de façade, comme le greenwashing de certaines entreprises dans le domaine écologique. Eh bien, pas du tout, puisque convaincre n'est pas du tout l'objectif. Il vise plutôt à imposer un modèle de société au sein de l'entreprise qui rythme notre vie de salariés en vue de nous préparer à le vivre hors de l'entreprise, justement. Et leur système est parfaitement rodé. Est parfaitement rodé et terriblement pernicieux. Une formation obligatoire vous attend dès le début, dès que vous entrez dans cette entreprise. Il vise à faire de vous de bons salariés non discriminants, sensibilisés aux questions de genre, à la diversité religieuse, à l'importance de la mixité ethnique, à l'égalité homme-femme, ou plutôt femme-homme, à l'héroïsme de George Floyd et à la nécessité d'organiser plusieurs fois par an des Black Pride. Je vous parle en connaissance de cause. Que vous soyez d'accord ou non avec les horreurs listées précédemment n'est d'ailleurs pas la question du tout. Vous avez répondu au questionnaire, vous avez répondu au questionnaire de fin de formation et il vaut comme approbation. Vous devez dès lors le respecter sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Et je vous parle encore une fois en connaissance de cause. En réalité, ce contrat DEI transforme le moindre petit chef en capot et l'opérateur de production en exécutant aliéné. La société arc-en-ciel promue se révèle finalement terne et liberticide. Puisque les nouveaux modes de management sont transversaux, étant donné que la hiérarchie est patriarcale, donc mauvaise, il faut se baser sur des valeurs supérieures pour diriger et sur des principes fondamentaux pour sanctionner. Et c'est là que le DEI joue son rôle. Il joue le rôle de table de la loi industrielle. Il est donc urgent de faire sauter à la dynamique cette idéologie
qui règne en France comme dans tous les autres pays occidentaux. Mais que faire? L'État français ayant enchaîné les compromissions en bradant nos fleurons industriels à des manias étrangers, il a dans le même temps supprimé un nombre de leviers importants auparavant dans la main des organisations syndicales et de celles des salariés. Je vous repose la question, par quoi remplacer le DE? Eh bien, j'ai une solution. Par le NFP. Oui, par le NFP, mais pas celui auquel vous pensez. Parce que nous croyons que le nationalisme est le seul capable de résoudre les conflits sociaux en unifiant tous les corps de la nation autour d'une figure qu'est le roi. Parce que nous croyons que seul le fédéralisme, appliqué au monde industriel, permet aux travailleurs d'exercer leur liberté véritable, c'est-à-dire de participer à la vie de leur métier à travers leurs organisations syndicales et demain, nous luttons pour celle de leur corporation. Enfin, nous croyons qu'une France souveraine ne peut exister sans puissance industrielle. Création de richesses, outils de diplomatie, emploi, génératrice d'innovation, source d'indépendance, liberté d'action. L'industrie fait partie des piliers indispensables au relèvement de notre pays. En somme, soyons de véritables révolutionnaires de la pioche et de l'engrenage. Soyons des novateurs dans le nationalisme, car nous avons compris que seul le roi garantira et pérennisera les solutions que nous opposons au constat que nous faisons. In fine, soyons de véritables royalistes sociaux français. Merci Antoine pour cette présentation. Nous pouvons maintenant poursuivre avec Jean-Baptiste Laronze, qui est lui également un militant du Nord. Jean-Baptiste est également un agriculteur et un éleveur bovin qui a accepté d'abandonner sa ferme pour nous rejoindre et qui vient me présenter sa vision des libertés au sein de son métier et comment cette magnifique profession est aujourd'hui attaquée. Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai quitté ma ferme pour être devant vous pour dénoncer et vous expliquer un peu comment ça se passe dans nos campagnes. Alors, pour être bref et court, ça commence dans les lycées. Vous êtes formatés pour être accueillis dans un système où il y a une gentille industrie derrière qui vous attend. Bon, excusez-moi. Alors, vous sortez du lycée, vous êtes bien formé. En général, vous travaillez quelques années au extérieur, parce que c'est pas si facile que ça de trouver une ferme, même si vous êtes issu du milieu. Et donc, vous faites un peu d'argent pour dire de conforter un peu votre vie à venir et vos projets. Vous présentez un projet à la banque pour vous installer. Bon, premier asservissement, si je puis dire, c'est que votre épargne, on vous la pompe sous forme d'apport. Voilà. Donc déjà, vous arrivez à la condition que la banque vous finance le projet, déjà, vous êtes à genoux puisque vous n'avez plus d'épargne. À partir de là, vous continuez gentiment l'activité parce que déjà, vous êtes pas chaud et déjà, vous êtes pris. Et il y a une forme de routine qui s'installe. Ensuite, vous faites tout pour améliorer votre outil et puis essayer d'en vivre le plus décemment possible. Et là, vous avez les comptables qui arrivent et qui vous disent que vous pouvez toujours faire mieux. Et pour faire mieux, il faut intensifier. Alors, l'intensification, c'est pas forcément au bénéfice de l'agriculteur. Voilà. En général, produire, ça vous rend dépendant d'un industriel. Et vous devenez prisonnier d'un système avec des investissements et de la dépendance au... Pardonnez-moi. Prisonnier d'un système industriel et des investissements avec la dépendance aux matières premières. Matières premières, vous ne décidez pas le prix. Et vous ne décidez pas le prix de votre prix. Le prix de vente non plus. Et suite à ça, parfois, vous entrez dans un cercle vicieux où l'industrie, l'administration
Et cette facilité transforme l'agriculture à coup de mise aux normes et d'encadrement administratif. Donc c'est tout ça, vous gérez comme vous pouvez, parce que, en bref, l'agriculteur modèle aujourd'hui, c'est presque de savoir acheter et savoir vendre. Donc il y a des gens qui se laissent très bien, type Arnaud Rousseau, lui il est acheteur et vendeur, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a une forme d'intégrité. L'esprit paysan, c'est pas ça du tout. Donc quand vous êtes dans ce cercle vicieux, si je puis dire, parfois il y a de l'imprévu qui arrive. Et cet imprévu, ça peut être des propriétaires qui vendent, des parcelles que vous ne pouvez pas laisser partir, et ou alors, totalement personnel, vous êtes impliqué dans votre activité, vous vous donnez, vous passez beaucoup de temps, peut-être trop de temps, et vous ramenez peut-être pas assez d'argent, et généralement, madame s'en va. Et là, c'est difficile à garder le moral quand vous êtes seul sur une ferme, sur tous les fronts. Il faut tout gérer. Donc, vous faites avec. Et bon, parfois, il y a... Quand vous vivez quelquefois des journées difficiles, il est possible que la partie administrative, ça passe au second plan. Quand on tient notre journée, généralement, on pense au lendemain et on a tendance à délaisser ce côté-là qui est le début d'un pli, on va dire une mauvaise habitude à la vue de ce système-là. Et dans ces conséquences-là, vous avez le système administratif qui comprend que vous n'êtes plus à jour dans vos déclarations, par exemple, et qu'il y a une forme d'irrégularité qui s'installe. Et un beau jour, vous avez une descente, vous ne comprenez pas trop d'où ça vient. Alors ça peut venir aussi d'un voisin qui pense que s'agrandir et bouffer le voisin, c'est une super opportunité parce qu'il peut produire plus comme ça. Bon, c'est la philosophie de chacun. Mais toujours est-il qu'on vous envoie des contrôles facilement. Et ces contrôles-là, au final, c'est pas anodin. Les moyens déployés sont complètement disproportionnés par rapport aux défauts, aux illégalités, entre guillemets, auxquelles on serait confronté. Bon, déjà, ces contrôles-là, vous avez la DVPP, les services vétérinaires, le DE, souvent il y a une équipe de gendarmes qui suit, et les MSA, et tenez-vous bien, des mecs en treillis armés, et armés de FAMAS. Vous avez un camion qui arrive, d'ailleurs, quand on a reçu une descente comme ça chez soi, on s'en vante pas trop, parce qu'on n'en est pas fiers, mais enfin, c'est les moyens qui sont déployés pour vos paysans. Sauf en être conscient, moi je l'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, vous remettez tout en cause. Parce que vous comprenez que c'est carrément logique. Vous pouvez même croire que c'est une erreur ou quoi, mais non, c'est bien volontaire. Le but, c'est bien de vous intimider. Et il y a même des circonstances qui vont tourner au drame dans ces fameux contrôles. Il y a un cas sur lequel je voudrais absolument parler, c'est l'affaire Jérôme Laronce. Jérôme Laronce, c'est un mec qui a eu cette descente-là. Et suite à toutes les formes de pression qu'il a pu subir, je pourrais en parler très longtemps, mais il faut que je sois assez bref. Eh bien, finalement, il s'est retrouvé à prendre la fuite, et cet homme-là, il était abattu de balles dans le dos. Ça s'est passé en 2017, c'est pas si loin. C'est un sujet qui est encore trop peu connu et qui mérite d'être creusé, parce que cette histoire n'est toujours pas résolue. Donc je rends hommage à Jérôme Laronce aujourd'hui et à sa famille qui se bat toujours pour une certaine vérité qui, pour le moment, presque incompréhensible. Donc, pour revenir aux bases, le paysan, c'est une personne qui a une conscience et une morale. Et bon, vous êtes tous constitués de ce que vous ingérez, donc l'alimentation, c'est noble, on rigole pas avec ça. Donc, il faut faire preuve d'intégrité. Et nous sommes tous les hommes d'un sol, d'un peuple et d'un passé. Donc, on sait d'où on vient. Et normalement, quand on se trouve ici, on sait où on va. Donc, pour faire bref, prenez soin de vos paysans, de ce que vous êtes, et vive le roi. Merci Jean-Baptiste. Après ce très beau témoignage,
nous allons pouvoir rester plus ou moins dans le même thème avec les libertés locales, présentées par Bastien Bresta. Bastien Bresta qui est adjoint de la Fédération d'Aquitaine et qui est originaire du Sud-Ouest. Il lui tenait à cœur de nous présenter les libertés locales et traditionnelles. Merci Bastien. Chers amis, que reste-t-il de nos cultures régionales? Est-on encore libre de les faire vivre? Nous sommes très attachés à l'action française, à toutes ces patries charnelles, qu'il s'agisse des provinces ou des terroirs. Or, il faut voir que la perte des libertés locales va de pair avec un déclin de nos singularités, comme le symptôme d'un mal politique et moral. Vous savez déjà que, sous l'action de la Troisième République, les langues régionales furent interdites à l'école et qu'avec elles ont sombré bon nombre de récits et d'auteurs qui chantaient la poésie de nos terroirs. Vous savez aussi que la table rase révolutionnaire institua les départements et qu'aujourd'hui les nouvelles régions, au nom si abstrait, poursuivent avec une froideur administrative cet effacement des identités. Le monde moderne ne leur permet pas davantage de prospérer. Le déracinement général de notre société poursuit cette déconnexion de l'homme et de sa petite patrie. Les campagnes sont incomprises par des néo-ruraux, parfois hostiles au chant du coq ou au son des églises. Les exploitations familiales se métamorphosent vers une agriculture de masse. Et sous l'impulsion de l'UE, les réglementations excessives de la chasse et de la pêche contribuent à effacer un certain art de vivre. Mais je vais surtout vous parler aujourd'hui des fêtes. Nous avons beaucoup de fêtes en France. Elles sont très belles. Nous y sommes très attachés. Et c'est un sujet intéressant parce qu'elles sont un condensé de nos traditions. Le Figaro titrait récemment que 30% des fêtes traditionnelles avaient disparu en France en seulement 4 ans. Et pour celles qui restent, elles sont dénaturées parfois, ce qui fait la peine de ceux qui sont attachés à nos traditions. Alors, les raisons sont diverses. D'abord, différentes formes du gauchisme entrent en action. L'écologisme, bien sûr. À Bordeaux, par exemple, tout le monde l'a vu, les sapins de Noël sont bannis. À Lyon, lors de la fête des Lumières, le parc de la Tête d'Or est couvert d'œuvres d'art à base d'ordures pour sensibiliser au climat. Les maires écolos, fidèles à leur indubitable mauvais goût, font régner la laideur, méprisent les fêtes chrétiennes et vont jusqu'à précipiter la chute d'événements centenaires comme le Grand Prix automobile de Pau, disparu depuis 2 ans. Ensuite, le laïcisme, avec l'effacement total de la dimension religieuse de nos fêtes de Noël et de Pâques. L'idéologie antiraciste, on se souvient par exemple de la polémique sur la nuit des Noirs au carnaval de Dunkerque. Le lobby LGBT, avec la présence par exemple au carnaval béarnais de drapeaux trans sur les mannequins, également de travestis d'une lubricité si odieuse qu'elle en dégoûta le public évidemment familial. Enfin bien sûr la cause animaliste et son opposition à la chasse, à la pêche et à toutes les traditions taurines du Midi, dont la corrida n'est que l'exemple le plus notoire. Au carnaval de Dunkerque, aux fêtes de Bayonne, au marché de Noël de Strasbourg ou encore à la fête des Lumières, eh bien, beaucoup de Français déplorent une perte d'identité qui est aussi liée à un tourisme massif, une standardisation des fêtes, une dimension trop commerciale qui étouffe la tradition et la religiosité de ces instants. Puisqu'on parle des libertés, on peut aussi parler des normes administratives toujours plus strictes qui entravent les libertés locales, du manque de subventions aux traditions ou aux fêtes en difficulté. Et il est vrai que nos régions préfèrent allouer leurs subventions aux associations gauchistes ou à SOS Méditerranée, ou encore des normes sanitaires discutables à cause desquelles beaucoup de réjouissances furent injustement supprimées pendant le Covid. J'évoque enfin les contraintes liées à l'insécurité. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, la mobilisation massive des forces de l'ordre à la capitale s'est faite au détriment de toutes les fêtes locales, contraintes à des éditions plus courtes, comme l'Interceltique de Lorient, voire à des annulations par décision préfectorale. L'Association des maires de France a alerté, en vain, sur les conséquences économiques de telles annulations. Alors il est vrai que l'insécurité est un gros sujet. En dehors du contexte des JO, ces faits sont fréquents. Le préfet de l'Hérault demandait par exemple aux maires de réduire la durée des fêtes votives à cause d'une sécurisation de plus en plus difficile dans un contexte de menaces terroristes.
L'ensauvagement touche particulièrement les traditionnelles férias du sud-ouest, dont les fêtes de Bayonne, où l'on ne dénombre plus les violences, les vols à l'arraché, parfois les viols. Et depuis les attentats du marché de Noël de Strasbourg en 2018, les fêtes prennent une atmosphère plus anxiogène. Pour faire la fête en France, il faut passer par un portique. Cette insécurité sévit à toutes les échelles, du carnaval de Nice de cette année avec son important dispositif antiterroriste jusqu'au bal de village. N'est-ce pas d'ailleurs lors d'une fête à Crépol que le jeune Thomas fut sauvagement assassiné? La France donc est touchée au cœur de ce qui fait ses réjouissances et c'est une partie de son âme qui est ainsi atteinte. Nos fêtes traditionnelles marquent le lien entre les générations. Elles sont des récits vivants de qui nous sommes. Puisque nos libertés sont d'abord collectives, elles doivent fleurir dans cette âme commune. La modernité rend l'homme uniforme et vulnérable parce qu'elle remplace les communautés naturelles par des agglomérats d'individus. Pour ne pas être un peuple d'administrer, mais bien redevenir un peuple qui vit, il s'agit pour nous de s'enraciner, d'être fiers de notre ville ou de notre région et de participer à tout ce qu'exprime l'essence commune. Demain, justement, nous irons à la fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Ayons une pensée pour toutes les petites patries qui font la France. Je vous remercie. Merci Bastien pour cette ode à la tradition. Nous allons maintenant passer à Pierre Lefebvre, qui est chef de la section d'Amiens et qui est également étudiant en sciences politiques. Il est également élu au conseil d'administration de l'université Picardie-Jules Verne et il vient nous présenter son rôle d'élu étudiant et défenseur des droits et libertés des étudiants. Chers camarades, si je vous dis « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », vous allez sûrement me dire qu'il s'agit là d'un slogan venu d'un temps révolu, d'autant plus lorsqu'il s'agit de nos lieux d'enseignement supérieur aujourd'hui, lesquels sont perçus comme les temples d'une liberté nouvelle, pure et parfaite. Malheureusement, cette perception est aux antipodes des véritables libertés. En tant qu'étudiant, si je devais résumer mon expérience de cette liberté, abstraite dans sa théorie, il est vrai, mais surtout absente dans sa pratique, j'utiliserai ce slogan révolutionnaire que les imitateurs des plus belles années du gauchisme universitaire appliquent d'une manière si orthodoxe que cela ferait rougir d'envie le plus radical des sans-culottes. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc. Pas le droit d'exister si vous n'êtes pas de ces fidèles de la religion du progrès absolu, ce culte du demain, cette haine d'hier, mais surtout cette déconstruction permanente et intégrale. Ce refus, en réalité quasi maladif des vérités sociales et politiques, au profit d'une illusion idéologique confortable. Voilà l'amer constat que je me vois obligé de vous dresser sur nos universités et leur situation. Dans nos universités, devenues temples de ce progrès divinisé, cette liberté, plus absurde qu'absolue, est en réalité brandie constamment par un nombre stupide que les penseurs mondialistes poussent à son tombeau. Ces libertés illusoires omniprésentes sont brandies perpétuellement face à la moindre contradiction. Il suffit d'oser questionner les dogmes de ce culte des constructeurs pour se voir, au mieux banni de cette société universitaire, si libres, au pire lynchés, livrés à la vindicte populaire, livrés à ce tribunal sans droit ni droiture que cette crypte déconstructeur va mettre en place. En réalité, pas de liberté pour les ennemis de la liberté signifie la liberté pour les fidèles de la déconstruction et la mort sociale pour les autres. Car voilà ce que vit aujourd'hui un étudiant. Une chasse aux sorcières permanente à l'université de la part de ces apprentis révolutionnaires, de ces apprentis érudits des nouvelles sciences sociales, de cette foule, de ce nombre stupide que des penseurs et ce progrès devenu folie poussent aux plus absurdes contradictions pour maintenir cette illusion d'un monde étudiant pur, parfait et surtout, vous l'aurez compris, si libre. Alors que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il à nous? Que nous reste-t-il à nous, derniers défenseurs des véritables libertés, face à cette folie libertaire, face à cette illusion devenue folie? Il nous faut regarder nos maîtres, qui en leur temps déjà châtièrent les traîtres. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Elles ne doivent pas être une illusion perdue face à une illusion folie. Elles ne doivent pas non plus alimenter un quelconque sentiment de regret d'un passé idéal où la liberté aurait été plus grande, non.
Non, elles doivent être un idéal concret, une réalité pour nous et pour tous ceux désireux d'être ceux qui perpétuent l'idéal national. Cet idéal qui fait des libertés une base nécessaire pour bâtir une nation France solide. La France, ce n'est pas le pays de la liberté. La France, c'est le pays des libertés. Les étudiants français doivent être les héritiers de ceux de la Sorbonne et non les imitateurs grossiers de ceux de Tolbiac, réunis aujourd'hui dans un même ensemble administratif absurde, sans lien avec les réalités, mais qui représente bien le grotesque de l'organisation républicaine. Ils doivent être libres comme ceux des universités royales, véritables corporations au service du bien commun et non enchaînés au diktat des universités modernes, car c'est là la véritable tradition française. Les libertés royales sont nécessaires, elles ne peuvent pas ne pas être, car ce sont les seules véritables libertés qui garantissent la poursuite du bien commun. C'est d'autant plus vrai dans nos universités. Universitas en latin contre faculté en républicain. Structure d'enseignement avec une véritable liberté d'enseignement, de recherche, d'apprentissage, face à une création post-68 art où la seule véritable liberté est de savoir vers quel déracinement l'étudiant préfère aller. Face à ce constat, il est notre devoir de patriote de choisir les libertés et de lutter, à nous, de reprendre le contrôle de notre université. Alors que ces dernières sont aujourd'hui à notre portée, qu'il ne dépend que de nous d'y aller et de reprendre le contrôle de ces lieux face à ceux qui dévoient la liberté. Il ne faut pas oublier le premier lieu, la première cellule de la vie sociale, la famille. La famille, cette coquille qui protège le petit poussin, aujourd'hui attaqué par les mêmes pseudo-libertaires, mais surtout par les vrais dangers pour la liberté. Je vous remercie. Merci Pierre. Maintenant j'appelle Jean-Philippe Demeur, qui est responsable des professionnels d'Action française, qui est également père de famille. Il vient en cette qualité nous alerter sur l'implantation croissante de la République dans l'éducation de nos enfants. Chers camarades, il est certains mots qui se brandissent comme des étendards, des mots qui ne définissent plus, mais que l'on répète à loisir, que l'on vénère, qu'on sacralise. Le premier d'entre eux, c'est celui-ci, la liberté. La République en parle tout le temps. Elle a fait de ce mot son drapeau, son excuse, son arme, un mantra. Mais qu'est-ce donc que cette sacro-sainte liberté républicaine? C'est une liberté abstraite, désincarnée, désarmée. Mes camarades l'ont démontré dans leurs interventions précédentes, une liberté proclamée sur les frontons des mairies de France, pendant qu'on organise sa disparition dans les familles, dans les foyers, dans les consciences. On nous parle de liberté, mais les parents n'ont plus le droit de choisir l'éducation de leurs enfants. On nous parle de liberté, mais la République nous impose une morale d'État jusque dans les classes de maternelle. On nous parle de liberté, mais la République nous interdit de transmettre des repères, des valeurs, une vision du monde. Alors posons-nous la vraie question. De quelle liberté parlons-nous? Nous ne défendons ni une liberté de slogan, ni une liberté juridique, désincarnée, ou bien encore suspendue dans le vide. Nous défendons des libertés réelles, concrètes, quotidiennes. La liberté de transmettre, d'élever, celle de dire non, la liberté d'enraciner nos enfants dans une histoire, une mémoire, une fidélité. Et ces libertés, c'est bien dans la famille qu'elles prennent corps. On pourrait ainsi reformuler certaines idées promues par Joseph de Maistre. La famille est la cellule fondamentale de la société. L'ordre social ne peut survivre à la destruction de l'ordre domestique. Or, aujourd'hui, l'État détruit méthodiquement cet ordre domestique. Par la loi, par l'école, par la culture officielle. Il faut que les enfants n'aient plus de père. Le monstrueux dogme du patriarcat blanc, vous en conviendrez. Ainsi, nous avons aujourd'hui les dénominations suivantes. Parent 1, parent 2, bientôt nous aurons les formulaires avec Yel, Poisson, ou que sais-je encore, Banana Split. Il faut que les mères ne soient plus respectées. Mais quelle idée géniale que celle de mettre au travail toutes les mères de famille. Dans certains milieux aisés, on appelait cela l'émancipation de la femme par rapport à son mari. En oubliant, en négligeant surtout le rôle fondamental qui était celui des mères de famille, l'éducation des enfants. Donner confiance, donner des repères pour affronter le monde extérieur, avec un refuge sacré, le foyer.
celui où on retrouve la douce chaleur maternelle. Et surtout, la transmission doit être impérativement remplacée par le formatage des consciences. Pour autant, nous ne sommes pas dupes. Vous me pardonnerez ainsi de paraphraser l'idée développée dans Les Déracinés par Maurice Barrès, qui écrivait « Être libre, c'est être maître de soi dans une maison à soi, sur une terre à soi. » Sans enracinement, donc, pas de liberté. Et sans famille libre, pas de peuple libre. Le vrai fond du problème, c'est que la République veut être la seule autorité. Elle veut tout décider, tout normer, tout rééduquer, sans aucune intervention de qui que ce soit. Tout cela parce que l'État républicain n'admet d'autre autorité que la sienne. Et c'est bien au sein même de l'école que l'État républicain envisage de formater les consciences, bien loin des hussards noirs de la République d'ailleurs. Alors que l'école devrait être un sanctuaire du savoir et de la transmission, nos édiles ont choisi d'en faire le temple de la déconstruction totale des consciences, décidant d'introduire, dès les écoles primaires, les notions de genre, avec des séances de discussion avec des drag queens et autres LGBT, enfin, vous prenez tout l'alphabet si vous voulez, ou bien encore d'expliquer à des enfants de 8 ans comment aborder certaines pratiques sexuelles. Le monde marche à l'envers. Mais nous nous y opposons frontalement, et cela arrivera de plus en plus souvent. Cette autorité, nous disons non. Nous disons que la première autorité légitime, c'est celle des parents. Nous disons que la première souveraineté, c'est celle des foyers. Nous disons que la liberté commence au sein de la famille avec un grand F et pas dans des décrets. Dans la France contre les robots, Bernanos attaque la technocratie, la bureaucratie et la modernité comme destructrices des liens humains et de l'autorité paternelle. En somme, et la formule est assez magnifique et terrible, on ne comprend rien à la modernité si on ne voit pas qu'elle n'est qu'une machine à broyer les pères. Et nous disons que sans père, il n'y a pas de transmission, que sans transmission, il n'y a pas de liberté, et sans liberté, il n'y a pas de peuple. Mais alors, chers amis, que voulons-nous? Nous voulons des familles libres. Nous voulons des pères respectés, des mères soutenues, des enfants protégés. Nous voulons aussi le respect de la transmission par ceux qui sont les gardiens de nos familles. Notre héritage, nos anciens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont les témoins vivants et les gardiens de nos traditions. Ils sont ceux que l'on doit écouter et honorer, pas ceux que nous allons demain abandonner ou sacrifier. Nous voulons que la souveraineté commence là où commence la vie, dans les foyers, car il n'y aura pas de renaissance nationale sans renaissance familiale. Il n'y aura pas de liberté française sans souveraineté des familles. Et quelle plus belle image de la famille que celle de la famille que nous défendons. Cette famille dont les ancêtres ont fait la France depuis près de 1000 ans. Une famille qui saura naturellement protéger, accompagner et aimer ses enfants, nous. Cette famille que nous appelons de nos voeux, incarnée par Monseigneur le Prince Jean, chef de la Maison de France. C'est dans cette famille et ce qu'elle représente que nous retrouverons les bases d'une souveraineté solide et pérenne.